Bienvenue sur iNews Mobility, le média et la web TV des mobilités qui vous souhaite ses meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette année 2022. Nous inaugurons en ce début d'année de nouveaux formats avec de nouvelles émissions et c'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui pour cette première grande interview 2022 Stéphane Cranier qui est président-directeur général d'Alphabet France. Bonjour Stéphane. Bonjour Yves Guitin. Pour rappel, donc, vous avez commencé par travailler chez les constructeurs, me semble-t-il, PSA, Ford et puis BMW. Chez BMW, vous aviez quelle fonction? Vous occupiez de quoi? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai fait de la voiture, de la banque et du loueur longue durée. Et chez BMW, j'ai commencé par la vente B2B, donc les ventes sociétés. D'accord. Chez BMW, qui démarrait, je suppose, c'était quelque chose. Alors, c'était la bonne époque, c'était en 2005. Donc, si vous vous souvenez bien, c'était à l'époque où en fait l'État commençait à mettre des règles par rapport au CO2. Et à cette époque-là, le constructeur était très en avance en termes d'émissions de CO2. Et puis, vous êtes passé chez Alphabet. Donc, avec quel côté finance et services, donc avec quelle mission, quel était votre travail? Alors, chez Alphabet, à l'époque, Alphabet était une fille de BMW Bank, donc c'était un autre concept. Et puis, vous savez qu'entre-temps, on a eu l'occasion et l'opportunité en fait, de racheter ING Carlys. Ça, c'était en 2011-2012. Et donc là, on a dû évidemment réaliser la fusion d'Alphabet France et d'en faire une société d'une taille tout autre. Alors à l'époque, avec le rachat d'ING Carlys, ça représentait quel parc loué Alors à l'époque, au moment de la fusion, c'était à peu près 54 000 voitures. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 véhicules. D'accord. Et puis, vous disparaissez à l'autre bout de la planète. Enfin, on vous voit expatrié d'abord en Chine et puis en Australie. Alors toujours chez Alphabet et toujours avec la même fonction de développer c'était quoi la mission? Alors toujours pour le BMW Group, puisque le plaisir de voyager en Chine, c'était pour le BMW Group et pour faire une acquisition d'une société là-bas en Chine pour le compte du BMW Group. Chose qui s'est réalisée, donc acquisition et ensuite intégration de cette société. Et puis en Australie, c'était pour reparamétrer en fait une société en fait de Financial Services Australia en fait qui était là-bas. Et donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de voyager assez loin d'ici. Et puis un saut de kangourou et vous revenez sur le continent européen et pour devenir président-directeur général d'Alphabet France, donc le 1er juillet 2018, si je ne me trompe pas. Donc c'est le poste que vous occupez actuellement. Alors, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous étiez fixé comme challenge? Quelle était la mission? Depuis, on sait que pour 2018, ça allait pas. C'était sans le Covid. Il y a eu le Covid entre-temps, on en parlera tout à l'heure. Mais en 2018, c'était quoi le challenge? Alors en 2018, en fait, c'était, disons, la volonté de réorganiser en fait Alphabet France, c'est-à-dire lui donner sa bonne position, que ce soit d'ailleurs en termes de business, c'est-à-dire choisir les bons canaux de business et ceux qui nous intéressaient, ceux qui étaient les plus pertinents. Et puis c'était aussi, parce que je pense que ça transpirera au travers de cette interview, c'était aussi mettre les collaborateurs au centre du jeu, donc de gagner leur engagement. Donc ça c'était important. Et puis enfin, et ça c'était aussi important, c'était d'avoir un pilotage fin de l'entreprise, mais ça c'est plutôt l'entrepreneur qui parle, le fait de régler une entreprise comme elle se doit. Donc voilà, ces trois challenges qui se sont déroulés entre 2018 et aujourd'hui avec Covid au milieu. Ok. Alors on parle depuis le début, on parle d'Alphabet, mais bon, ne nous trompons pas, ce n'est pas l'entreprise, mais la maison mère de Google, mais c'est Alphabet, donc qui est la filiale financière de BMW Finance. Alors pour être précis, Alphabet est le loueur longue durée multimarque du BMW Group. Donc ça veut dire qu'en fait tous les mots sont importants. Notre mission c'est clairement de faire de la location longue durée. Donc ça c'est le véhicule qui nous sert d'outil. Multimarque parce qu'on n'a pas de raison d'être en fait sans la partie multimarque. Donc oui on a un parc BMW important. Néanmoins 75% de nos véhicules sont des véhicules multimarques. Donc ça c'est déterminant. Et enfin pas une filiale en tant que telle en fait de la banque parce que nous ne sommes pas régulés tout simplement et tant mieux. Parce qu'en tant que loueur longue durée, on a beaucoup de choses à proposer qu'une banque. Alors capitalistiquement, ça s'organise comment? Donc, 100% filiale du BMW Group. D'accord, directement de BMW. Absolument. Ok. La composition du parc, donc on disait tout à l'heure 100 000 véhicules. Alors j'ai lu dans vos communiqués de presse que c'était plus de 2% en 2020 par rapport à 2019, ce qui n'a pas dû être évident à réaliser.
Et on a déjà on peut déjà parler des chiffres de 2021. Oui, on est début janvier, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va être dans une gestion d'à peu près 99 000 conducteurs. On va parler de conducteurs parce que c'est vrai que notre métier, c'est gérer les conducteurs plus que les voitures finalement. 99 000 conducteurs, donc en fait, on reste relativement stable en fait en termes de portefeuille. Par contre, on en parlera peut-être tout à l'heure en termes de prise d'ordre, notamment c'est une très grosse accélération puisqu'on a fait à peu près 33 000 commandes cette année, ce qui est remarquable et ce qui fera de fait que le parc viendra à se développer, à grossir. D'accord. Là, alors, on parle beaucoup des énergies, il y a un gros mouvement et des changements, là les pourcentages sont plus importants. En pourcentage, ça représente entre ce qui était les thermiques, parce qu'il y a encore beaucoup de, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a encore beaucoup de voitures diesel dans les parcs. Absolument. Il y en a toujours qui sont en commande, qui sont en prise. Donc entre les diesels, les essences, enfin en gros les thermiques, et puis ce qu'on appelle les électrifiés, oui, ou les électriques purs, et les rechargeables ou non rechargeables, rechargeables ou non rechargeables, les hybrides. C'est quoi la répartition aujourd'hui? Alors, je vais plutôt vous parler des prises de commande, parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus récent, là, hein. Les prises de commande, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Néanmoins, si on rembobinait ce qu'on avait fait, les quelques émissions qu'on avait l'occasion de réaliser en 2018, on avait des parcs à 90%, 95% de diesel. Aujourd'hui, on va tourner aux alentours des 50% en fait en dieselisation. Bien sûr, parce que c'est vrai que le focus est très fort aujourd'hui sur l'électrification, mais la France est plurielle, hein. On ne parle pas que de Paris ou de Lyon ou de Strasbourg, donc on a encore beaucoup de sociétés et de conducteurs qui ont besoin de diesel. Néanmoins, pour répondre sur la partie électrification et hybridation, si on prend le dernier, par exemple le mois de décembre, on n'était pas loin des 40% de véhicules, soit électrifiés, soit fortement hybridés ou faiblement hybridés. Donc c'est colossal. Et l'hybridation, parce qu'on a l'impression qu'on parle toujours des électriques. Alors l'hybridation, c'est toujours, c'est une hybridation, donc c'est contesté parce qu'on dit que il y en a qui disent c'est le meilleur des deux mondes, d'autres qui disent c'est le pire des deux mondes. Mais par rapport à l'électrique pure, c'est du 50-50 ou c'est... Vous voulez connaître mon avis ou les prises d'ordre? Ah bah les deux, puisque vous le proposez. Alors. Concernant en fait les prises d'ordre aujourd'hui, l'électrification pure brute, on va être aux alentours des 10%. Donc voilà, donc c'est une voiture sur 10 aujourd'hui qui est 100% électrique, hein, j'entends bien. Et ensuite, donc les fameux 30% restants, ça va être soit de l'hybride rechargeable, soit de l'hybride non rechargeable, soit ce qu'on appelle le mild hybride, en fait la micro-hybridation. Voilà. Après, par rapport à ça, là encore, on a dans le monde dans lequel nous sommes, on adore les choses qui sont noires ou blanches, on adore les opinions et s'opposer à une opinion. J'essaie d'apporter un peu de nuance par rapport à ça, c'est-à-dire que là encore, à chaque usage correspond son auto. Donc je ne dirai jamais que l'électrification est la réponse à tous les besoins et je ne dirai jamais que le diesel est une chose horrible. Bien au contraire, il y a vraiment encore des moteurs qui correspondent à des usages. À nous de faire le tri de tout ça et de pouvoir conseiller proprement nos clients. D'autant plus que les essences et les diesels qui sortent aujourd'hui sont quand même... n'ont plus rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ans et qui sont très très dépollués. Quoi. Absolument. Et des fois, si on prenait la voiture dans tout son cycle de fabrication, la batterie, c'est pas un exemple de alors dépollution. C'est clairement un des points sur lequel Alphabet souhaite se positionner ou en tout cas se différencier, c'est-à-dire que oui, il faut être moteur dans le changement, oui, il faut pousser notamment des véhicules qui a priori sont plus vertueux, donc ça c'est important. Néanmoins, il faut aussi raisonner dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on a la chance d'appartenir à un constructeur, donc on sait comment une voiture est fabriquée. Et un point qui est déterminant, c'est en fait de comprendre la circularité d'une auto, c'est-à-dire notamment le fait de dire qu'il aura fallu de l'énergie pour la concevoir, il aura fallu de l'énergie pour qu'elle se véhicule, il aura fallu de l'énergie pour la recycler. Et ça, c'est déterminant parce qu'il y a certains constructeurs qui font beaucoup plus d'efforts que d'autres. Et donc, c'est nous, en tant que loi longue durée, en fait, de comprendre finalement comment les voitures sont faites et quel effort a été mis par le constructeur pour qu'on puisse favoriser finalement ce véhicule-là. Je vous prends juste un exemple. On va voir notamment des véhicules arrivés d'horizons lointains, dont on parlait peut-être tout à l'heure, qui sont électrifiés, mais qui ont été faits dans des conditions qui sont peut-être déplorables. Prenez ne serait-ce que le pneu, ça peut être notamment des choses qui peuvent être difficiles. Donc à nous de faire le tri de tout ça et de dire, voilà, s'il y a une auto par exemple électrique à conseiller, c'est celle-ci parce qu'elle est plus circulaire qu'une autre. C'est pas que du réservoir à la route, c'est... Absolument. La clientèle, est-ce que vous travaillez vous travaillez beaucoup avec les entreprises, toutes les tailles d'entreprises, on déclinera tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez avec les collectivités? Non.
Pas du tout. Non. C'est quoi la question? La raison? L'obligation, pardon, la réponse. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choix dans la vie. Donc aujourd'hui, en fait, on a tendance à croire qu'on prend soin des clients, que ce soit des clients TPE, PME ou des grandes entreprises, mais que l'administration, en fait, a des exigences qui sont tout autres, avec un appétit pour le service qui est peut-être plus faible. Or, notre différenciation, elle se fait sur le service, donc ce n'est pas forcément la population qu'on va aller chercher. Il y a d'autres loueurs qui le font très très bien. Est-ce que c'est lié au fait que les collectivités continuent à acheter leurs véhicules et qu'ils ne prendraient à la limite que du service et pas les financements? Non, je pense qu'il y a des collectivités qui commencent en fait à bouger de ce point de vue-là, mais là encore, leur appétit est très différent de celui d'une grande entreprise. Et leur mode de fonctionnement est très différent de celui d'une grande entreprise, sur lequel, en fait, lorsque, par exemple, pour être concret, on avance avec une grande entreprise, on essaye en fait de trouver des solutions pour que nos process soient les plus optimaux possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise fait un effort pour pouvoir dialoguer avec Alphabet. Alphabet fait un effort pour dialoguer avec l'entreprise. Je ne dis pas que les administrations ne veuillent pas le faire, mais disons qu'elles sont peut-être moins agiles, on va dire. D'accord. Sur les lois de roulage, maintenant, alors, on connaissait les lois de roulage traditionnelles des diesels. Ouais. On connaissait bien. Bon, les essences aussi, c'était un petit peu moins. Sur ces nouvelles énergies, les lois de roulage, les durées sont moins longues des contrats. Les lois de roulage comment ça se passe? Il y a un différentiel important? Alors, il y a un différentiel. Avant de vous répondre aussi, d'une façon générale, les lois de roulage ont légèrement évolué. C'est-à-dire qu'on a vu certains contrats qui sont allongés, notamment chez les grands comptes. Chez les grandes entreprises, avec néanmoins une consommation kilométrique mensuelle qui est restée stable. Ça, c'était assez étonnant, en fait. Deuxième élément, sur les petites et les moyennes entreprises, on a vu des durées, en fait, qui étaient relativement étales. Par contre, un kilométrage qui est venu à baisser. En moyenne, sur les moyennes entreprises, 200 km par mois de moins et 150 km par mois de moins pour une TPE, pour une petite entreprise. Ça veut dire que les gens roulent moins, donc ils ont peut-être une mobilité alternative de temps en temps, ou tout simplement par l'effet du télétravail, tout simplement un usage qui soit plus faible en fait du véhicule. Donc ça, c'est dans sa globalité. Ensuite, si on raisonne sur le véhicule électrique, en fait, le comportement du véhicule électrique va se rapprocher du comportement de la TPE, c'est-à-dire un usage qui n'est pas systématique, et c'est-à-dire sur des lois de roulage qui sont un petit peu plus faibles, donc notamment avec une durée légèrement plus faible et un kilométrage légèrement plus faible. Après, il faudrait que je descende en fait grand compte, PME, TPE, mais voilà la grande tendance à peu près. D'accord. En France, Alphabet se situe à quel échelon dans le top 10 des loueurs? Alors, dans le top 10 des loueurs multimarques, nous sommes 4e. D'accord. Voilà, et aucune velléité, entre guillemets, à se positionner en disant 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas notre point. Notre point, il est clairement de répondre aux clients. Alors, ça nous permet de passer à l'international, à regarder un petit peu plus large l'Europe et le monde. Donc, au niveau européen et mondial, Alphabet, il se situe comment? Idem, 4e au niveau mondial. Donc, en fait, vous avez, pour les citer, pas de souci avec ça, vous avez Arval ALD LeasePlan, et ensuite, vous avez Alphabet en tant que loueur longue durée multimarque. D'accord. Au niveau est-ce que ce qu'on constate au niveau du parc roulant ou des commandes en France, est-ce que c'est transposable en Europe ou pas, ou il y a des pays qui sont vraiment atypiques, ne serait-ce que par la fiscalité, mais alors, oui. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. On a les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre métier, il est très largement influencé par la régulation. Donc, si une régulation est distincte en France, aux Pays-Bas, UK, et je ne vais même pas en Australie ou en Chine, c'est encore distinct, eh bien, en fait, le comportement du consommateur va être, notamment de l'entreprise, va être totalement distinct. Donc, vous prenez par exemple les Pays-Bas, où vous avez eu un appétit pour les véhicules électriques qui a été colossal. Et puis maintenant, il y a moins d'incentives, donc du coup, ils vont vers d'autres solutions de mobilité. Vous prenez des pays comme l'Espagne, qui sont encore très fortement dieselisés, par exemple, et très peu électrifiés. Vous avez le comportement allemand qui va être plutôt hybride dans son comportement. Bref, c'est difficile pour nous en fait, de dire qu'on va dupliquer systématiquement le même comportement. La seule chose qui est commune à chacun de ces pays, c'est la complexité de la régulation qui s'intensifie et donc le besoin d'avoir un conseil pour dire de ce marasme-là ou de cette complexité, moi, client, comment je fais les bons choix. Donc vous avez de plus en plus, je crois que vous avez créé l'an dernier une cellule consulting. Absolument. Justement pour répondre à ces demandes, à ces besoins. Parce que c'est vrai que
La France avait quand même une spécificité, c'était la complexité de son système fiscal, mais j'ai l'impression qu'on a des teints sur les autres. Alors absolument, on a gagné en complexité et on a gagné en fait, on a un salami fiscal qui est assez intéressant. Mais qui crée une opportunité quelque part. Donc il faut prendre avantage de ça. Et l'autre élément, c'est que les constructeurs ont évidemment emboîté le pas avec un salami, cette fois-ci, d'offres de moteurs. Donc on en parlait, hybride rechargeable, mild hybride, diesel, essence, bref, vous avez du choix aujourd'hui et mieux à venir. Donc voilà, donc en fait le métier du loueur, il est de concaténer finalement tous ces éléments-là, de comprendre l'usage du client et de se dire voilà, quelle est finalement la meilleure solution pour vous? Alors pour le loueur, ça crée une difficulté supplémentaire, c'est de faire le bon loyer, donc de bien déterminer la valeur résiduelle de ces véhicules qui sont chose qui est de plus en plus complexe. Absolument. Surtout quand il s'agit de... Alors aujourd'hui, on sait déterminer quand même la valeur résiduelle des voitures électriques parce que si on remonte peut-être il y a 6 ans en arrière ou 7 ans, quand je posais la question au loueur, il me disait « Ah non, nous c'est zéro, comme ça on ne prend pas de risque ». Alors, Alphabet a été le premier à emboîter le pas sur la partie électrification. Il y en avait une part électrifiée et hybride qui était très très forte en fait dès le départ. Et en fait, le métier du loueur, c'est de prendre du risque. C'est exclusivement son métier. Donc, chacun d'entre nous, en fait, avons pris notre risque et chacun d'entre nous avons pris. C'est comme une course de bateau finalement. Chaque loueur a pris sa direction et sa trajectoire. Donc aujourd'hui, vous répondre, Yves, je ne sais pas vous répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des véhicules électriques qui commencent à rentrer dans des volumes qui sont relativement intéressant, mais un loueur aujourd'hui détermine ses valeurs résiduelles sur ce qu'on appelle le backtesting, c'est-à-dire sur ses retours. Donc aujourd'hui, cette volumétrie est encore relativement faible. Force est de constater qu'on ne s'était pas trompé il y a 3 ans pour le moment. Mais de nouveau, là, on prend des risques pour des véhicules qui vont revenir dans 3 ans et dans des volumes qui seront beaucoup plus considérables. Donc, donnons-nous rendez-vous dans 3 ans et on aura la réponse. D'accord. On a beaucoup parlé donc d'Alphabet, de vous, et puis d'Alphabet. Maintenant, on va parler un petit peu, si vous voulez, du métier de la location longue durée. Donc ça, c'est ma réflexion. Je l'apprends. Je ne vous demande pas d'acquiescer nécessairement. Donc, pour moi, la location longue durée, c'est un produit de financement et services qui s'est de plus en plus assoupli pour faire des choses de plus en plus proches des besoins des clients. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas complètement remis en cause? Parce qu'on voit des gens qui font beaucoup de moyenne durée. On voit même des offres qui sont sorties l'an dernier où vous louez une voiture en tant que professionnel, vous la rendez, vous téléphonez un mois avant, je la rends le mois prochain. Enfin, il n'y a pas d'engagement. Est-ce que c'est des kamikazes ou est-ce que c'est des gens qui font évoluer le marché? Ou est-ce que c'est des choses qui vont vous être demandées et auxquelles il faudra répondre pour ne pas être exclu quelque part, quoi? Alors, toute initiative est bonne. C'est-à-dire que ces nouveaux entrants, en fait, sont disrupteurs, apportent des solutions qui sont intéressantes pour le client, avec notamment ce côté ultra flexible de la location longue durée. Ce qui est important là encore, c'est que ce soit pertinent pour le client et pertinent pour l'entreprise. Donc, il faut que la solution soit viable. Ça, c'est le business model qui dira. Ce à quoi nous croyons en tant qu'Alphabet, c'est que nous, loueurs longue durée, en fait, nous sommes un assembleur finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose de la location longue durée, on propose déjà évidemment de la moyenne durée, on propose de la courte durée, on propose de la solution à la demande. Voilà, ça, c'est ce que nous faisons. Et au-delà de ça, on a noué toute une somme de partenariats pour proposer aussi d'autres mobilités, que ce soit du 2 roues ou bien d'autres. Donc ça, c'est notre métier. Donc en fait, voir des nouveaux players en fait arriver sur le marché, très bien, ça nous permettra certainement de nous associer à eux ou de voir si le business model est viable. Néanmoins, je crois que là encore, ce qui fait la raison de notre raison d'être, en fait, tout simplement, c'est vraiment d'avoir ce conseil dans cette compréhension en fait, du marché. Donc c'est là où nous, on souhaite se positionner, apporter du conseil. Alors, apporter du conseil, on a parlé de votre cellule consulting tout à l'heure, on parle beaucoup aussi de digitalisation des parcours, du parcours client et aussi du conducteur lui-même, en lui apportant des applis, des choses comme ça. Les directions,
en plus du métier classique, on va dire, c'est l'orientation, c'est pour Alphabet, c'est ça ou... Alors, c'est un peu comme le figital, c'est-à-dire qu'en fait, et encore cette notion de nuance, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que oui, la digitalisation apporte énormément d'intérêt, déjà de la qualité, parce que vos datas sont évidemment beaucoup plus fiables, ensuite de la réactivité, parce que c'est beaucoup plus simple, et puis après, sans être... l'idée n'est pas d'être philanthropique sur le sujet, mais c'est que là encore, le conducteur aussi fait des choses pour le compte du loueur, donc ça aussi, il y a un intérêt à ça. Donc en fait, plus nous sommes efficients, meilleurs nous sommes dans la proposition que nous faisons. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire que l'ultra-digitalisation doit, lorsque vous avez notamment des problèmes concrets, parce que ça arrive, sur votre véhicule, eh bien d'avoir la capacité de pouvoir contacter quelqu'un rapidement. Idem, lorsque vous êtes en charge d'un parc automobile, vous avez besoin de pouvoir appeler quelqu'un physiquement et de pouvoir avoir une réponse rapidement, ou au moins quelqu'un qui dit « je prends votre point et je vous rappellerai ». Ça, c'est déterminant. Donc là aussi, c'est là où nous souhaitons nous positionner. C'est vraiment garder en fait une somme d'hommes et de femmes qui font que si vous voulez appeler Alphabet, vous pouvez le faire et vous avez un interlocuteur qui vous est dédié. Alors pour celui qui a la gestion du parc au sein de l'entreprise, est-ce que ça peut être deux choses, ça peut être le moyen de le chanter, passer directement avec le conducteur, ou c'est un moyen de l'aider à mieux travailler et à ne pas être envahi par tout un tas de données qui arrivent et de pouvoir faire des tableaux de bord et de choisir exactement ce dont il a besoin? Alors le gestionnaire de parc, il aura toujours sa valeur en fait dans cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui justement est l'intelligence de l'entreprise, est l'intelligence de l'usage. Donc c'est lui qui conseille finalement l'entreprise selon les comportements. Donc ça c'est déterminant. Après, là où vous aviez besoin de 3 gestionnaires de parc, peut-être ce sera 2. Ça peut être une façon de voir les choses. Néanmoins, il y a besoin de cette intelligence dans l'entreprise. Alors j'ai une autre réflexion. Là, pour moi, la location longue durée, elle avait existé à une époque parce que les constructeurs ne savaient pas très bien, ils vendaient des voitures essentiellement, pas forcément bien, si des financements, mais des fois c'était souvent une autre société, il fallait avoir deux intervenants, ils ne savaient pas trop pour le service. Et maintenant, comme ils se remettent à fournir des financements et des services, qui sont eux-mêmes devenus plus monomarques mais multimarques. Vous êtes un constructeur, enfin vous appartenez à un constructeur multimarque. Est-ce que le constructeur, alors c'est encore plus compliqué quand on est filiale quand on est multimarque filiale de constructeur, mais schizophrène, vous voulez dire? Non, je sais pas. Est-ce que la légitimité comment ça fonctionne, la légitimité de la chose, est-ce que c'est un plus ou est-ce que finalement vous êtes à la fois client du constructeur, et puis en même temps concurrent avec lui? C'est une vraie opportunité. Si vous regardez, en fait, tous les constructeurs sont un business supplémentaire. Oui, c'est clair. Si vous regardez les constructeurs aujourd'hui automobiles, en effet, ils ont pris conscience que l'auto était un véhicule, sans jeu de mots, mais que les services autour étaient de plus en plus importants. Pourquoi? Parce que c'est là où vous avez le contact, en fait, avec votre client. Que le véhicule location longue durée est certainement le meilleur d'entre eux. D'où l'importance d'avoir cet accès-là. Néanmoins, lorsque vous regardez la plupart du panel des constructeurs que vous connaissez bien, quand ils faillent, ils se sont mariés pour la plupart avec des loueurs longue durée. Donc ça prouve bien la légitimité finalement d'un loueur, parce que le loueur, son avantage c'est quoi? C'est qu'il a connaissance du client, puisqu'il est en direct avec le client, ce qui n'est pas le cas d'un constructeur automobile. Un constructeur automobile en général passe au travers d'un réseau de distribution. Le monde de demain sera peut-être différent, mais le loueur longue durée, lui, a ce contact-là. Et l'autre élément qui est déterminant, c'est que vous avez besoin d'un outil, d'un système, de l'informatique. Or, vous connaissez les constructeurs automobiles, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus flexibles aujourd'hui, d'où l'importance, là encore, de s'adosser à un loueur longue durée. Donc, pour vous répondre, pas de schizophrénie. Et le constructeur comprend tout à fait la valeur ajoutée d'avoir un loueur longue durée multimarque. J'insiste encore sur le côté multimarque, parce que le client, lui, il a besoin de multimarquisme. Est-ce que, dans le multimarquisme, je vais un petit peu plus loin, est-ce que Alphabet s'occupe des 2 roues aussi ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Là encore par nature. Par nature, on a la chance d'avoir aussi un accès ou une passion pour les 2 roues et donc de fait, on y voit l'intérêt, d'autant plus dans le monde actuel. Alors je vois l'heure tourner, donc on va passer quand même, on ne peut pas passer sous silence l'épisode Covid. J'ai regardé les résultats de votre baromètre, je prendrai juste un chiffre, 76% des actifs utilisent une voiture dans le cadre de leur trajet professionnel ou domicile-travail. Alors, qu'est-ce que cela induit? C'est-à-dire que la voiture de fonction, en revanche, la voiture de fonction, ils sont 12% à déclarer l'utiliser. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un avenir? Est-ce que
Parce que quand on regarde un petit peu plus loin, un autre chiffre que vous donnez, c'est sur les kilomètres parcourus, parce que je crois que c'est 20 minutes de trajet, et je ne sais plus combien, et 19 kilomètres et 24 minutes de trajet. Donc en trottinette ou en vélo, même électrique, tous les matins, tous les temps, ça ne va pas être simple. Donc, c'est toute la joie des chiffres, puisque ces chiffres sont des moyennes. Or, dans ces moyennes, vous allez avoir des écarts types qui vont être monstrueux. C'est-à-dire que vous allez avoir des Parisiens, comme nous le sommes aujourd'hui, qui vont se déplacer comme je l'ai fait dans un véhicule électrique aujourd'hui, c'est-à-dire un train, pour venir vous voir. Et puis, comme vous allez avoir d'autres moments ou d'autres personnes qui vont se retrouver là encore en province et qui vont avoir nécessairement besoin d'une automobile. Ou en proche banlieue déjà. Ou en proche banlieue, absolument. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que l'effet Covid qui nous a surpris, c'est qu'évidemment, la plupart des gens en fait, sont recentrés autour de leur voiture et de la mobilité individuelle. Progressivement, on voyait pour des raisons de dangerosité de absolument, santé. Ouais. La mobilité individuelle, on la voyait légèrement décroître en fait, et là depuis le Covid, on l'a vu de nouveau en fait grandir. On a vu disparaître l'autopartage et le covoiturage. Absolument, absolument. Donc ça c'est un fait. Et puis ça prouve aussi qu'il y a quand même un attachement encore très fort à la mobilité automobile. Là encore, il ne faut pas la défendre à tout crin. Par contre, elle a vraiment sa pertinence dans beaucoup de cas. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas non plus la tuer, il ne faut pas non plus être agressif en fait, par rapport à celle-ci, juste choisir le bon usage pour la bonne personne. Ok. Alors on va finir là-dessus sur la mobilité, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe, nous, ici, à News Mobility. Donc j'ai lu que votre patron international, alors j'espère que je vais bien prononcer son nom, parce que j'ai pas fait de l'allemand, j'ai fait d'autres langues, mais Markus Dösing. Markus Dösing, oui. Markus Dösing. Il déclarait repérer et anticiper les tendances, enfin sur la stratégie, repérer et anticiper les tendances, mettre en œuvre de nouvelles mobilités et de nouvelles technologies et rester flexible sont les éléments fondamentaux de notre identité. Donc il a mis en place vraiment des nouvelles mobilités. Et plus loin, le maître mot, selon nous, reste la mise en œuvre des nouvelles mobilités et le slogan « Nous simplifions votre mobilité » pour Alphabet. Alors, tout le monde, le mot mobilité, tout le monde l'utilise, à toutes les sauces, voilà, même des fois de manière inconsidérée. Concrètement, chez Alphabet, qu'est-ce que ça revêt et qu'est-ce que ça signifie quoi ? Est-ce que on fait un petit peu d'autopartage, de covoiturage, allez, on passe un accord avec quelqu'un qui fait des trottinettes électriques ou des vélos électriques, si ça se trouve chez BMW, ils doivent en avoir, je pense. Ils ont des vélos, oui. Ça serait étonnant qu'ils n'en aient pas. Donc voilà, mais ça veut dire quoi? Est-ce que, comme beaucoup de constructeurs ou de gens de l'automobile, vous restez mobilité automobile, ou est-ce que vous regardez déjà en prospective plus loin, c'est-à-dire aller vers peut-être de passer des accords pour aller vers du multimodal ou pas multimodal, mais au moins bimodal ou trimodal ou des choses Absolument. Comme ça. C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a il y a plusieurs dimensions. Donc, déjà, ce que revêt en fait les propos de Markus Dösing, c'est 3 grands éléments. Le premier élément, c'est que pour simplifier la mobilité des collaborateurs d'entreprise, puisque c'est la population dont on parle, il y a cette notion de digitalisation dont on a parlé, c'est-à-dire faire qu'en sorte ils puissent comprendre quel est le meilleur moyen de se déplacer de A à Z en fait, au quotidien. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'en effet, en tant que loi longue durée, on a l'obligation de s'associer, de faire des partenariats, parce qu'en effet, exactement comme vous l'avez décrit, en fait, il y a des gens qui savent très bien faire ou qui prennent des risques sur des sujets mobilité. Donc à nous, en fait, de se rapprocher et de pouvoir proposer toujours avec un seul point d'entrée, qu'est le loi longue durée. Et puis le troisième élément, et ça c'est une grande tendance à laquelle on croit, et qui était aussi un point de discussion, qui est la mobilité, et je vais ajouter un mot qui va peut-être être bateau, mais en tout cas j'y tiens, c'est la mobilité responsable. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit bien qu'on a une responsabilité qui est déterminante pour faire en sorte que notre empreinte carbone soit moins forte lorsqu'on se déplace. Et ça, elle est vraie, en fait, cette responsabilité, elle est vraiment plurielle. Elle est à la fois sur la partie véhicule en tant que tel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut encourager les mobilités les plus douces, et si c'est un véhicule, laquelle est la plus douce. Le deuxième élément, c'est comment nous-mêmes, on peut déjà être vertueux. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Alphabet, on a cette obligation d'être vertueux. Et puis la responsabilité, on la trouve aussi vis-à-vis de la société, c'est-à-dire qu'on a besoin de conseiller, donc on a besoin aussi de pratiques qui soient justes et transparentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien conseiller par des biais négatifs. Nous, notre intérêt ou notre volonté, c'est de conseiller proprement. Et de conseiller au travers en fait, de gens qui sont fiables, sincères, divers. Et ça, c'est aussi ce sur quoi on s'est employé finalement depuis 3 ans chez Alphabet.
D'accord. Alors deux questions subsidiaires. La première, est-ce que la location de longue durée pour les particuliers, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, ou le risque, voilà, c'est trop risqué? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas? Aujourd'hui, c'est 5% en fait de l'allocation longue durée chez les loueurs longue durée, donc c'est une part qui est intéressante mais encore relativement faible et qui s'affronte à des comportements notamment offerts par les captives, donc par les financières en fait des constructeurs ou par les banques en direct. Donc l'objectif pour nous, c'est oui, on regarde avec attention ce marché-là, mais l'enjeu sera d'aller sur ce marché à partir du moment où on aura vraiment une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est une différenciation, et exactement dans le traitement qu'on a avec les clients corporate, on veut l'avoir avec les clients particuliers. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah, on va voir un scoop. Je reparlais du scoop. Et puis la dernière question, c'est subsidiaire, c'est pour avoir à côté des loyers classiques, pour avoir une solution un peu moins chère, est-ce que la location de véhicules d'occasion, je sais que certains la pratiquent, est-ce que c'est aussi quelque chose qui existe, que vous allez développer? Alors là encore, c'est une question de viabilité, c'est-à-dire que l'idée est très bonne, notamment d'un point de vue circularité aussi, pour l'usage et faire en sorte que l'usage soit le plus pertinent possible. Aujourd'hui, sur du court terme, la réponse est non. Nos véhicules d'occasion, on sait là où il faut les destiner. Et vous voyez bien aujourd'hui le marché de l'occasion. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on comprenne quelle est vraiment la bonne maturité finalement pour le faire. Donc c'est des choses auxquelles là encore on a un regard qui est attentif, mais pas de lancement pour 2022 sur le sujet. D'accord, parce que quand on voit que le marché de l'automobile au niveau du neuf chute, bon, pour diverses raisons, mais que celui de l'occasion, les gens se réfugient plutôt vers celui absolument, c'est incroyable. de l'occasion. Écoutez, on a un petit peu dépassé, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup Stéphane Cranier pour toutes ces infos. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à tous nos auditeurs qui nous vous donnons rendez-vous pour d'autres interviews, qu'elles soient grandes, croisées, multiples. Et nous nous verrons dans le courant du mois de janvier et tout au long de l'année. Merci à toutes et à tous et encore très bonne année 2022.